Septembre se termine. Les hautes latitudes commencent à respirer un air plus frais. Vue du ciel, la Terre apparaît comme une vaste et brillante mosaïque. Les fjords du nord de la Norvège se déversent dans la mer comme de l'argent en fusion. Les hautes terres à la frontière entre la Suède et la Finlande s'élèvent dans des tons bleus atténués et des verts ternes. Il s'agit d'un vaste domaine à couvrir. Mais pas pour un seul résident ici. Rapide, sans relâche. Conçu pour les hivers rigoureux, confortable pendant les saisons plus chaudes. Ici, il domine les thermiques comme personne, l'aigle royal Aquila chrysetos. L'oiseau arpente un domaine qui sera bientôt mis à l'épreuve par la glace et la nuit sans fin. Tout en bas, les rivières se rétrécissent en bandes noires et les troupeaux de rennes entament leur incessante dérive vers les pâturages d'hiver. Même depuis ces hauteurs vertigineuses, l'aigle perçoit le scintillement des poissons sous la surface d'un fjord, le frémissement nerveux des grands tétras dans la bruyère et les lointaines silhouettes gris fumé des grues migratrices. Mais, contrairement aux voyageurs, ce chasseur restera. Ses larges ailes ont été construites pour les tempêtes et la faible lumière, pour la dure arithmétique de l'obscurité arctique. L'enfer est sur le point de geler et toute chaleur restante va bientôt disparaître. Le garçon doit survivre pour vivre une autre année. L'aube filtre à travers le parc national d'Oulanka en Finlande, laissant une fine pellicule argentée. Le ciel pâlit, passant du gris anthracite au nacré. La brume serpente à travers les bosquets de bouleaux et s'accroche à la mousse et au lichen. Le givre forme une croûte sur chaque feuille tombée. Tout là-haut, sur une branche de pin, une femelle aigle royale fléchit ses serres et bat des ailes, projetant de minuscules gouttelettes de glace. Le plus grand mâle se tient à côté de lui. Ils se lancent ensemble dès le premier vent. Un seul mouvement de leurs énormes ailes les élève au-dessus de la canopée des pins. L'air est froid et raréfié et les courants thermiques faibles à cette heure matinale. Alors, ils peinent d'abord. Des mouvements délibérés les propulsent vers le haut jusqu'à ce qu'ils trouvent la légère ascension recherchée. Derrière eux, un jeune homme aux yeux noirs peine à s'élever. Ses pupilles primaires s'ouvrent largement tandis qu'il tente d'imiter ses parents. Chaque minute dans cette faible lumière est une leçon à retenir avant que l'hiver ne fasse taire la terre. Ci-dessous, une bondrée apivore, Pernis apivorus, s'enroule vers le sud, en direction de l'Afrique. Sa douce silhouette grise glisse dans le ciel pâle comme une feuille dans un ruisseau. Pour l'instant, il partage le même air que les aigles. Mais il va bientôt disparaître. Cependant, ce couple et le jeune adulte doivent se préparer au rude hiver boréal. Ils restent. Ils sont faits pour le froid. Leurs corps sont recouverts de duvet et leurs plumes sont huilées pour les protéger de l'humidité et du gel. De là-haut, le monde s'étend telle une carte vivante. Des ruisseaux serpentent à travers la forêt. Un écureuil roux trotte sur un tronc de bouleau abattu. Sa queue n'est qu'une courte bande de rouille sur l'écorce pâle de l'hiver. Bien sûr, il serait totalement invisible à l'œil nu depuis cette hauteur. Des lichens givrés scintillent faiblement sur les troncs. Loin en contrebas de la crête, un lièvre d'Amérique surgit d'un fourré ombragé. Ses pattes blanches scintillent sur la neige tachetée. Surtout, c'est l'aigle royal femelle qui observe. À près d'1 kilomètre d'altitude, il remarque un mouvement soudain. Cela peut paraître extraordinaire, voire impossible, mais pour l'aigle royal, c'est tout à fait normal. Ses yeux sont sensibilisés à la lumière ultraviolette, révélant le moindre contraste de fourrure sur la neige. Sa vision, 8 fois plus nette que celle d'un humain, lui permet de lire le moindre mouvement d'une moustache, le mouvement d'une queue. Même la faible lueur du clair de lune dans un œil exposé. Le battement de cœur du lièvre est presque le sien. Pendant 3 jours de disette, il a chassé sans résultat. Un campagnol a disparu sous une couche de glace. Un tétras a été surpris et emporté par une rafale soudaine. Maintenant, ses muscles se tendent, l'estomac vide. Le froid exige du carburant. Elle attend sur une dalle de granit érodée par le vent. Plume pressée et lisse. Elle laisse le faible soleil réchauffer le noir de ses primaires. L'écureuil s'arrête, la tête penchée, mais ce n'est pas sa proie. Il reste immobile, les ailes déployées. Puis le lièvre bondit hors de sa cachette et se pose sur l'écorce ouverte. Ses pupilles se contractent jusqu'à atteindre la taille d'une tête d'épingle.
Sans faire de bruit, il se lance. Les ailes s'ouvrent soudainement puis se replient fermement sur les côtés. La gravité prend le dessus. Elle tombe. L'air hurle autour de son corps, mais reste silencieux. Le givre tourbillonne derrière elle. Elle tombe plus vite que n'importe quel oiseau de sa taille, environ 200 km par heure. Le lièvre ne lève pas les yeux. Il ne peut pas. L'onde de choc de sa chute arrive à peine une seconde avant elle, trop subtile pour que la proie puisse le lire. En bas, la forêt est calme, une rafale de vent mal calculée, un changement soudain de terrain et la plongée pourrait échouer. Mais sa ligne est parfaite. Au dernier moment, elle explose, les plumes de la queue sont déployées. Les primaires s'ouvrent pour capter l'air. Son corps se cambre, les ailes se brisent. Ses griffes, chacune courbée comme un cimeterre et propulsée par une force estimée à 180 kg, se tendent vers l'avant. Le coup est flou. Le lièvre pousse un cri unique avant que le monde ne se referme sur lui. Son étreinte se referme, transperçant fourrure et os en un instant. Elle bat des ailes une fois, 2 fois, et des ascenseurs. Le corps inerte est soulevé du sol. Des muscles conçus pour les montagnes la propulsent vers le ciel. Le poids de la chair vivante ne le dérange pas. Il grimpe au-dessus de la cime des arbres, le lièvre se balançant dans ses bras. En contrebas, l'écureuil disparaît parmi les bouleaux. Le silence revient dans la vallée, seulement troublé par le bruissement des plumes de l'aigle royal femelle, repu, chevauchant les courants ascendants. Pendant ce temps, le jeune homme regarde. C'est la compétence que vous devez apprendre. Ses parents la nourriront de moins en moins chaque jour qui passe, la forçant à tuer ou à mourir de faim. Elle essaie. Lorsqu'il descend d'une crête, il ferme ses ailes, imitant la posture voûtée. Mais le moment n'est pas opportun. Son angle est faible, votre vitesse est trop lente. Le lagopède qu'elle vise éclate soudainement dans une tempête de plumes blanches et disparaît dans le bouleau. Le jeune aigle s'élève à nouveau. Avec le temps, il apprendra à chasser aussi bien que sa mère. Elle doit le faire, pour survivre. Elle peut voler maintenant, mais elle ne part pas. Pendant des semaines, elle restera aux côtés de ses parents, les suivant pas à pas. Chaque jour, ils la conduisent plus loin dans la vallée, lui montrant les plus belles crêtes à gravir, les recoins cachés où les lièvres laissent leurs traces. Il ne prononce pas un seul cri de réconfort. Au lieu de cela, ils communiquent en battant des ailes. La chute soudaine qui signifie heurter, la longue planification qui signifie attendre. D'autres rapaces choisissent un chemin plus difficile. Les faucons pèlerins expulsent leurs petits du nid quelques jours après leur premier vol, les laissant seuls pour perfectionner leur technique de piquet. Les autours abandonnent leurs poussins dès qu'ils peuvent chasser. Mais les aigles royaux persistent. Parents et jeunes partagent le ciel du Nord pendant de nombreuses semaines. Ils chassent ensemble. Les adultes ne lui offrent que quelques morceaux qui tombent de temps en temps, de quoi la maintenir en vie mais affamée. Cette lente séparation est sa façon d'assurer sa survie. Lorsque les premières neiges scelleront la vallée, il aura maîtrisé tous les courants et toutes les embuscades. Et quand viendra le moment de chevaucher un courant thermique vers le monde extérieur, il se détachera. À présent, l'après-midi se transforme rapidement en crépuscule. La famille repart à la chasse. Ils patrouillent les basses crêtes où les pistes des rennes serpentent à travers les pins. L'air est raréfié et froid, mais les aigles royaux y volent sans beaucoup bouger leurs ailes. En contrebas, la neige s'accumule en congères qui masquent toute trace, mais leurs yeux ne manquent rien. Le mâle s'incline légèrement et commence à chasser. Il glisse le long de la crête, la tête penchée pour observer chaque sentier sinueux. Ses rémiges primaires externes se fléchissent vers le haut comme des doigts, réduisant la traînée lorsqu'il glisse sous un vent latéral soudain. Les tarses emplumés de ses pattes, épais comme une fourrure d'hiver, protègent ses tendons de l'impact imminent. Les muscles s'enroulent sous le plumage sombre. Un écureuil roux insouciant trotte sur un pin abattu. Le mâle replie ses ailes et se laisse tomber. Pas de cri, pas d'avertissement, juste le souffle d'air soudain et le léger bruit sourd des griffes qui se referment sur son corps minuscule. Le givre s'élève dans un tourbillon de paillettes, tandis qu'il se redresse brusquement. Un autre meurtre commis par la famille. Le jeune homme le suit en battant des ailes pour suivre le rythme. Il n'a pas mangé du tout depuis 2 jours.
Il atterrit sur un affleurement granitique, tenant l'écureuil inerte dans ses mains. D'un geste lent et délibéré, il déchire la carcasse, écarte la fourrure, puis, sans la regarder, offre un morceau de viande à sa fille. Elle bondit, prend l'offrande et l'avale à petites bouchées. Les aigles ne sont cependant pas seulement des chasseurs, ce sont des opportunistes. Et la forêt du Nord offre de nombreuses possibilités. À l'ombre d'un sapin, un lynx traîne le corps d'un jeune renne. La carcasse laisse une cicatrice sanglante dans la neige. Le félin mange rapidement, méfiant face à l'espace ouvert, puis s'enfuit furtivement dans l'obscurité de la forêt. Les aigles attendent. Quand le lynx part, ils descendent. Leurs becs crochus, semblables à des couteaux, déchirent la peau. Les corbeaux arrivent presque immédiatement. Ils tourbillonnent en spirale lâche et atterrissent en cercle irrégulier, croissant leur défi. Le mâle déploie ses ailes pour bloquer le festin, mais les oiseaux persistent. Ils plongent de tous côtés, s'emparant de morceaux de viande. L'un d'eux atterrit directement derrière la jeune femme, tirant la dépouille qu'elle garde. Elle se retourne avec un sifflement. Mais le corbeau est déjà parti. L'après-midi devient plus profond. Demain sera un nouveau jour. Une nouvelle opportunité. Alors que la lumière décline dans la vallée, les grands oiseaux s'envolent à nouveau dans le ciel violet. Le crépuscule arrive tard dans ce grand nord, mais le froid s'installe rapidement. Le mâle ouvre la voie vers la crête. Derrière lui, la femelle et ses petits suivent. Ils ne cherchent plus de proie maintenant. Ils cherchent un endroit où se réfugier. Les aigles royaux ne retournent pas au nid une fois la saison de reproduction terminée. Au lieu de cela, ils choisissent des perchoirs élevés et balayés par le vent, pins anciens, à l'abri d'une falaise abrupte, une pointe de granit inaccessible au lynx ou au carcajou. Ce soir, le couple se dirige vers un affleurement rocheux qui surplombe la vallée comme une proue. Le jeune reste à proximité. Avant de s'installer, ils font une dernière reconnaissance. Le mâle tourne autour des pentes sombres, scrutant l'air à la recherche d'une faible odeur de charogne ou du bruissement d'un lièvre qui s'attarde. Satisfait, il se laisse tomber vers la falaise et atterrit sans bruit. Ses serres agrippent automatiquement le bord du rocher. La prise restera ferme même en cas de vent nocturne. La femelle le rejoint, ses plumes de manteau se lèvent et se posent dans le froid. Il le lisse pour emprisonner une poche d'air chaud contre son corps, puis glisse une patte dans ses plumes pour conserver la chaleur. Le jeune atterrit le dernier, un peu maladroitement. Il n'y a pas de nid ici, juste la pierre nue et le vaste silence du nord. C'est quand même suffisant. Il se recroqueville dans l'obscurité, les yeux plissés mais les sens en éveil, leurs plumes se chevauchant. De temps en temps, le mâle bouge, levant la tête pour sentir le vent ou lisser une couverture aérienne ébouriffée. Les jeunes l'imitent, mordillant l'extrémité de leur primaire, alignant chaque barbule de manière à ce que l'aile coupe franchement à l'aube. Pendant ce temps, loin à l'est, un faucon pâtu se dirige vers la Laponie. Un autre voyageur fuyant le froid. La nuit est longue ici, et cela grandit davantage chaque jour. Dans la vallée, les rivières sont recouvertes d'une fine couche de glace qui craque doucement sous le poids des feuilles mortes. Au loin, un renard hurle. Les aigles dorment, la tête baissée sous leurs ailes, le cœur battant lentement, leurs plumes tendues contre le froid qui les guette. Le matin arrive à contre-cœur. Le ciel ne brille pas d'or, mais d'une lumière pâle, couleur éteint. Le givre sur le sol est suffisamment épais pour mordre la fourrure. Le jeune se réveille affamé. Elle se déplace sur la branche, observant la vallée en contrebas à la recherche du moindre signe de vie. Ses parents sont déjà en alerte. Une nouvelle journée d'école commence. Ils quittent le poulailler et la chasse reprend. De lentes spirales sur la rivière où les poissons glissent parfois sous la glace de plus en plus fine. Un toboggan le long des parois de la falaise où les lagopèdes se cachent parmi les rochers. Un plongeon soudain alors qu'un campagnol sort de sa cachette sur le rivage enneigé. Chaque succès les nourrit tous. Fin octobre, les bouleaux perdent leurs dernières feuilles et les premières fortes tempêtes de neige s'abattent sur la mer de Barents. Le vent fait tomber la glace des falaises de la côte norvégienne, recouvrant la roche noire d'une fine croûte qui craque sous les griffes. Ici, le mâle emmène les jeunes dans des vols plus longs, testant leur endurance. Ses parents l'observent depuis la crête. Alors jetez-vous dans le vent. Maintenant, le crépuscule tombe avant le milieu de l'après-midi.
La forêt en contrebas s'estompe en une seule ombre. Le vent apporte le parfum de l'hiver profond. Le lionceau se nettoie le bec sur une branche noircie par le gel. Il a appris à tuer. Bientôt, il devra apprendre à survivre aux longs mois à venir. La nuit tombe, accompagnée d'une dernière bouffée de froid. La famille regagne son abri de pin. L'aube arrive tard dans la forêt du Nord. Un silence froid s'installe sur les crêtes granitiques. Les feuilles de bouleau scintillent de givre tandis que la première lumière filtre à travers la vallée. Le mâle lève la tête, la membrane nictitante glissant sur son œil en un clignement rapide et vitreux. Il fait un pas en avant et se laisse tomber de la branche. L'air est âpre et parfumé de mousse gelée tandis qu'il se stabilise à la cime de l'arbre. Une autre journée de chasse et de nourrissage. Au milieu de la matinée, la famille monte plus haut. Les courants thermiques sont faibles en automne. Chaque mètre d'altitude est le résultat de muscles forts et de mouvements longs et puissants. Le mâle mène en large spirale jusqu'à ce que la limite des arbres soit bien en dessous. Les traces des mulots sont griffonnées sur le carex gelé. Des corbeaux tournent en noir au-dessus d'une crête lointaine. Un troupeau de rennes se déplace à travers des amas de brouillard. La femelle scrute chaque clignement des yeux. Chasse. C'est réussi. Flux. Lorsque le soleil atteint son apogée, encore bas et froid, il se perche sur un affleurement granitique réchauffé par une faible lumière. Le vent souffle violemment sur la crête, ébouriffant le duvet caché sous leurs plumes protectrices. Ils lui font face, laissant l'air les peigner pour déloger les acariens et tuer les parasites. Un par un, ils fouillent dans les eaux cachées. Ils enfoncent leur bec crochu dans la vieille moelle. Ils jettent ensuite les moules, des boules serrées de peau et d'os, sur le rebord. Quand leur faim s'apaise, ils se nettoient le bec sur les branches enneigées. Le froid s'installe et le soleil se couche à l'horizon, même si la journée n'est qu'à moitié tombée. Ils reprennent leur ascension, profitant du courant ascendant de fin de journée qui glisse sur la crête. Les ailes primaires extérieures flexibles se courbent vers le haut pour réduire la traînée lors des vents turbulents d'automne. Le vol de retour est lent et mesuré. Les jeunes s'entraînent à des piquets soudains et à des récupérations rapides, apprenant à utiliser leur queue comme gouvernail. Ils devront maîtriser cet art lorsque le sol gèlera et que les proies se feront rares. Les parents observent, mais n'interviennent pas. Le crépuscule tombe rapidement. Les bouleaux brillent en orange, puis se transforment en cendres lorsque les premières étoiles apparaissent. Le gel recouvre le fond de la vallée, et les rivières sont recouvertes d'une fine couche de glace qui craque doucement sous la pression du courant. Une lune pâle se lève sur la crête où le faucon a volé ce matin-là. Ils retournent au grand pin où la journée a commencé. Des temps difficiles les attendent. La longue nuit a commencé. L'obscurité s'installe comme un être vivant sur les montagnes d'Abisko. Les rivières gèlent et forment des rubans de verre qui résonnent et se fissurent lorsque la glace se déplace. La mousse salée dérive vers l'intérieur des terres depuis la mer de Norvège et se cristallise en givre blanc sur chaque falaise. Les perchoirs, qui étaient autrefois solides, brillent désormais comme de la glace noire. C'est l'hiver traître, un test de survie. Le mineur, désormais séparé, doit affronter seul le défi. Mais l'expérience n'en est pas moins difficile pour le couple. Accouplés pour la vie, ils doivent survivre ensemble. Le couple se lève de son perchoir avant le lever du soleil. Leurs grandes ailes battent dans un silence sourd tandis qu'ils s'élèvent. Pendant ce temps, les aigles à queue blanche, Alietus albicilla, patrouillent le fjord. Leurs ailes sont argentées et leurs larges queues ondulent comme des voiles. Ils partagent ce royaume nordique avec les aigles royaux, mais vivent très différemment. Des gouttes de sel éclaboussent leur plumage alors qu'ils effleurent la surface. À 100 mètres d'altitude, ils peuvent lire la surface comme une carte. Une légère turbulence trahit un banc de harengs. Une simple ondulation marque la remontée d'un saumon. Leurs yeux, parfaitement adaptés pour pénétrer l'éblouissement et les reflets, se concentrent sur la brillance. D'un repli soudain d'énormes ailes, ils s'inclinent. Pas dans un plongeon bruyant, mais dans un arc mesuré. Griffes étendues vers l'avant. L'eau explose autour de lui. Ils se relèvent avec un poisson impuissant et se tortillant dans leurs mains. Là-haut, les aigles royaux observent. Pas de poisson pour eux. Leurs serres sont faites pour des proies à fourrure et à plumes, pas pour de la chair glissante.
Les ailes longues et étroites qui les portent à travers les courants thermiques des montagnes s'arrêteraient dans l'air dense juste au-dessus de la mer. Ses pattes denses et emplumées le protègent des coups de pied du lièvre ou les bois d'un jeune renne, mais il ramperait dans l'eau. Pendant ce temps, le vent souffle sur toutes les crêtes. Les températures chutent jusqu'à moins 30 degrés. Leurs plumes s'accrochent au froid, chacune recouverte d'huile et de couches. Leurs pattes sont couvertes de plumes jusqu'aux griffes, épaisses comme de la fourrure, et la peau en dessous est chaude de sang. Pourtant le froid mord. La chasse cette saison est très différente. Les lièvres d'Amérique disparaissent sous les amas de neige, leur fourrure blanche comme le sol. Les lemmings creusent des tunnels invisibles. Les aigles sillonnent les pentes, scrutant chaque ombre. La queue d'une souris tressaille nerveusement à la surface d'un marais gelé, vue instantanément. Déposée, ignorée. Cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie. Midi n'est guère plus qu'une faible lueur bleutée. Le couple traverse un plateau aride où un troupeau de rennes s'avance dans la neige durcie. Une vieille vache boite. La femelle se penche lourdement, glissant sur une longue pente. Au dernier moment, le renne s'enfuit, la grève échoue. Elle se retourne à nouveau. Il grimpe jusqu'à un affleurement rocheux qui capte le peu de lumière solaire que l'Arctique permet. Une petite pause. Le vent agite le duvet caché, emportant les cristaux de glace qui se sont formés au bout des plumes. Ils restent côte à côte, leurs serres repliées sur la roche glissante de givre marin. Ci-dessous, un faucon gerfaut, Falco rusticolus, traverse le fjord à toute vitesse. Il vole si bas que les extrémités de ses ailes longues et étroites effleurent la brume salée. Élégant, compact, chaque muscle étant prêt à accélérer brusquement, le faucon est conçu pour une poursuite explosive. Il épouse les contours du rivage, puis s'élève brusquement à la verticale, dispersant une volée de lagopèdes se nourrissant parmi les rochers couverts d'algues. Un oiseau doute. Le faucon gerfaut replie ses ailes et fond sur lui, frappant avec précision. Le dîner se gagne en quelques secondes. Là-haut, les aigles royaux tournent à peine la tête. Ils dérivent au gré des faibles courants thermiques de midi, scrutant la toundra. En hiver, l'air est glacial, les odeurs se perdent et les traces habituelles de sang et de décomposition disparaissent presque complètement. Pourtant, ils trouvent ce que les autres ne trouvent pas. Un pli sombre dans le champ de neige. Un ensemble de petites empreintes figées au milieu d'un pas. La faible brillance de la fourrure là où le vent a laissé une trace. Un renard roux tué ici. Leur proie, un demi-lièvre, gît caché sous un voile de neige poudreuse. Pour un corbeau, l'odeur est enfouie, perdue. Mais les aigles la sentent parfaitement. La femelle incline une de ses larges ailes, descend lentement en spirale et atterrit sans bruit. Elle couvre la découverte, arquant ses ailes comme une tente vivante. Le mâle s'installe à côté d'elle. Ensemble, ils commencent à se nourrir, déchirant la peau gelée avec leur bec crochu conçu pour couper les tendons et briser la glace qui durcit la chair. Le premier corbeau arrive peu après. Il enregistre un chant, suivi de près par 3 autres. Ils bondissent plus près, s'approchant à quelques mètres des serres des aigles. Le couple déploie ses ailes avec encore plus de puissance. Un corbeau ose un bond rapide et est confronté à une charge qui le projette en arrière. Une buse patue décrit des cercles vers le bas. Dès qu'elle s'approche trop près, l'aigle mâle s'envole dans une soudaine explosion de puissance. L'intrus s'éloigne. Le corps est toujours le sien, pour l'instant. Mais les Eagles ne gaspillent pas d'énergie dans une défense sans fin. Après un certain temps, ils permettent aux corbeaux les plus audacieux de capturer quelques morceaux de viande. Partager un peu est plus facile que se battre constamment. Ils reviendront demain et après-demain. Un massacre comme celui-ci survit dans le froid intense, piégé dans la neige. Les tempêtes déferlent de la mer sans prévenir. Le vent fouette les falaises jusqu'à les faire trembler. La neige glisse latéralement, effaçant terre et ciel. Le couple est accroupi sur une corniche sous le vent, dos au vent, les ailes croisées comme des boucliers. Les heures passent. Le gel se répand sur ses sommets. Mais ils ne bougent pas. Leurs cœurs ralentissent, économisant de la chaleur. Quand la tempête éclate, ils se lèvent à nouveau dans un calme soudain et mystérieux. Durant les longues semaines d'obscurité, leur vie se résume à se déplacer, à voir et au prochain repas. Chaque jour est un pari risqué. Ils suivent les traces des loups, sachant que la meute pourrait laisser des restes de viande de renne. Un jour,
Ils arrivent avant les loups. Un jeune renne mâle est immobile, mort de froid. La femelle atterrit la première, se couvrant étroitement tandis que le mâle veille. Rien jusqu'à présent. Puis, une ondulation dans le silence. Des formes grises se matérialisent entre les troncs de bouleaux. Les loups. Le loup de tête s'arrête, le museau levé, à l'odeur du sang et des rapaces. Les loups se méfient des proies fraîchement tuées, craignant les blessures, même lorsqu'elles sont déjà mortes. Ils tournent en rond, tâtant l'air, guettant les étranges silhouettes des grands oiseaux. Les aigles ne bougent pas. Ils déchirent la chair gelée avec des mouvements rapides et brutaux. Leur bec s'écrase contre l'os. Les loups s'approchent, décrivant un arc de cercle toujours plus large, leurs muscles se tendant. L'espace d'un instant, la situation semble s'être arrêtée. Mais il n'y a pas de rival. Le loup de tête baisse la tête et avance en grognant. Sans un cri, les aigles prennent leur envol. Ils se retirent vers un éperon de granit noir. La nuit s'approfondit. Les loups arrachent la chair des os. Bien nourris, ils retournent dans la forêt des heures plus tard. Ce n'est que lorsque la toundra est vide que les aigles reviennent et se posent à nouveau près des rennes, qui se raidissent. Patientes et opportunistes, elles reviendront demain et après-demain, jusqu'à ce qu'il ne reste que des côtes polies. À la tombée de la nuit, ils se perchent près d'un pin recouvert de neige. Les plumes se chevauchent pour que la chaleur passe d'un corps à l'autre. Ensemble, ils survivront aux hivers les plus rigoureux, un jour à la fois. Février apporte la vague promesse d'un retour. Les jours rallongent de minute en minute. Les aigles le sentent dans leur sang. Leur vol s'allonge, leurs cris se font plus fréquents. Ils commencent à planer au-dessus des falaises où ils avaient niché l'année dernière, testant l'ancien site. Mais l'hiver persiste. La nuit, la température chute à nouveau et les rivières débordent sous l'effet de la glace. Les aigles prennent leur envol avant l'aube. En contrebas, les pigargues à queue blanche continuent de pêcher dans les fjords, là où la marée et le courant maintiennent l'eau libre. Mais les aigles royaux se dirigent vers l'intérieur des terres, attirés par les hautes terres où les troupeaux de rennes et les lièvres commencent à se déplacer. Une autre journée de numérisation, de chasse et de festin. Le mois de mars arrive avec un éclair soudain de brillance. Le soleil se lève plus haut. La neige fond sur les pentes sud, révélant le dos brun des campagnols et les traces des lagopèdes. Le couple chevauche les premiers forts courants thermiques de l'année. Ils ont survécu à la longue nuit. Leur regard, plus perçant que jamais, scrute la terre qui s'éveille. Un lièvre dort sous la neige. La fourrure blanche se marie parfaitement avec la neige, mais ils l'ont déjà détecté. La femelle s'incline brusquement, replie ses ailes et se laisse tomber. La neige éclate dans une pâle explosion et ses griffes frappent. Le lièvre ne se réveille jamais. Il traîne le corps jusqu'à une congère et déploie une aile pour en masquer l'entrée. Seule subsiste une fine ligne, une marque si subtile qu'un corbeau pourrait la manquer. Cette cachette durera des jours, cachée jusqu'à l'appel de la faim. Un fantôme traverse la crête, tandis que la proie se cache. De larges ailes blanches effleurent l'air immobile. Un harfang des neiges prend son envol. Chaque battement d'aile est un mouvement ample et silencieux qui soulève à peine le givre. De loin, il semble planer plutôt que voler. Ce n'est que lorsqu'il plonge que de légères marbrures grises trahissent sa silhouette. Le hibou chasse. Sous la neige durcie, les campagnols creusent des tunnels le long d'étroits sentiers. L'oiseau incline sa tête ronde, concentrant chaque vibration dans ses oreilles, cachées sous ses plumes. Il plane brièvement, ses ailes formant un V peu profond, captant le léger bruissement de sa fourrure sur la glace. Et puis ça tombe. La neige explose en un nuage de poussière. Le hibou se relève en serrant fermement une souris dans ses bras, puis il s'en va. L'aigle royal mâle trouve de la charogne avant l'aube. Une patte de renne est coincée dans une crevasse rocheuse, rigide comme du fer. Elle s'ancre et gratte la glace avec son bec, martelant sans cesse jusqu'à ce que la croûte de glace cède. Le givre craque sous la pression. Il arrache des morceaux de viande et les avale entiers. En contrebas, un carcajou tourne dans l'obscurité, les épaules lourdes, patient, attendant une occasion. L'aigle couvre la carcasse, ses ailes déployées pour dissimuler son festin. Le carcajou s'approche puis se cache dans l'ombre. Mais se nourrir n'est pas sa seule préoccupation. La saison a changé.
Les aigles royaux le ressentent également à l'intérieur. À l'aube, le couple d'aigles royaux plane ensemble dans l'air immobile. Leurs battements d'ailes sont d'abord lents, jusqu'à ce qu'un faible courant thermique s'élève en spirale depuis le versant sud. Le mâle monte encore plus haut, décrivant de larges cercles. Il incline une de ses grandes ailes et fond. En bas, il s'illumine et remonte à la rencontre de son partenaire. Elle s'élance à sa rencontre, les plumes ébouriffées par la faible lumière. Ils se rapprochent, leurs serres se croisent un instant. Ensemble, ils effectuent une culbute vers le bas. Le couple se sépare dans un brusque claquement d'ailes et s'élève à nouveau, leurs spirales encore plus hautes cette fois. Ce n'est pas un jeu. Les vols de parade nuptiale ont commencé. Aucun aigle intrus ne traversera ces crêtes sans se battre. Les premières lumières d'avril se répandent sur les crêtes arctiques. Le givre s'accroche encore au tronc des bouleaux. Mais le soleil a une nouvelle chaleur. Une nouvelle vie est sur le point de rejoindre le couple. La glace hivernale recouvre encore les rivières. Lorsque le soleil réchauffe la surface, l'eau de fonte s'engouffre sous et à travers la croûte terrestre en vagues soudaines et violentes. L'aigle mâle observe depuis un pin penché. Il incline la tête et plisse les yeux en sentant le mouvement d'une oreille dans la neige fondue. Un lièvre à moitié noyé lutte pour survivre sur un pont de neige qui s'effondre. L'aigle replie ses ailes et tombe. Un instant plus tard, il se lève et le lièvre reste flasque. À l'ombre des sapins, un autour des palombes, Accipiter gentilis, prend son envol surpris par le battement de ses grandes ailes. Il les ouvre grands et les referme rapidement en planant à travers les arbres. Cette forêt est le monde de l'autour des palombes. Dans ces étroites allées de troncs et de branches, vitesse et agilité règnent en maître. Il vint lui aussi chasser, attiré par le même lièvre agité. Quelques instants auparavant, il avait attendu, accroupi sur une branche ombragée. Mais l'aigle royal attaqua le premier. L'autour vira alors brusquement, agitant sa queue comme un gouvernail, s'élevant juste assez pour franchir la canopée. Pendant un instant, il semble défier l'intrus. Mais la différence de taille est absolue. L'autour des palombes est fait pour les embuscades soudaines en forêt, pas pour se battre en duel avec un géant en terrain découvert. D'un mouvement vif, il s'envole, rasant la cime des arbres dans un vol plané ondulant. Plus bas, parmi les pins, il disparaît à nouveau. Bientôt, une nouvelle chasse aura lieu. Un grand tétras, effrayé dans un terrier dans la neige. Un écureuil qui calcule mal un saut. À midi, le dégel s'accélère. Les calottes glaciaires se fissurent et grondent le long de la rivière, provoquant des tremblements dans le fond de la vallée. L'aigle royal femelle plane bas, scrutant les anfractuosités sombres où la neige cède la place à l'eau courante. Elle aperçoit un saumon mort échoué dans une mare en fusion. À l'atterrissage, elle le recouvre de son manteau, les ailes déployées pour cacher le butin au corbeau. À mesure que la journée se réchauffe, les insectes éclosent dans des nuages soudains. Les lagopèdes grattent la neige mouillée, à la recherche des premières pousses de saule. Les jeunes, désormais agiles et forts après les rudes leçons de l'hiver, mettent leurs compétences à l'épreuve. L'un d'eux tombe trop tôt sur un lagopède et s'écrase dans une congère, soulevant un nuage blanc. Le jeune oiseau se redresse, secoué la poussière. Et ça monte encore. Son frère regarde et apprend. À proximité, un faucon émerillon file dans une tache grise, poursuivant la même proie. L'après-midi apporte un rythme différent. Le couple d'aigles royaux retourne à son perchoir. Ils partagent les restes du lièvre, déchirant des lambeaux de chair avec leur bec crochu, capables d'arracher les tendons comme du papier mouillé. La longue nuit les a endurcis. L'épais duvet emprisonne encore l'air froid. Les plumes extérieures se ferment hermétiquement pour se protéger de la neige fondue qui tombe parfois d'un nuage tardif. Leurs poumons vastes et efficaces absorbent facilement l'oxygène fin des montagnes. Ils peuvent passer des jours sans manger si nécessaire. Mais ils n'ont pas à le faire. Pas plus. À chaque lever de soleil, la vallée devient un peu plus verte. Les bourgeons du saule gonflent, les ruisseaux coulent gratuitement. Les mulots et les lemmings s'aventurent hors de leur terrier. La nourriture n'est plus rare. À la fin du mois de mai, le lien entre le couple est indéniable. Ils planent ensemble au-dessus de la rivière en train de fondre. Le mâle transporte des brindilles et des touffes d'herbe jusqu'au nid à flanc de falaise.
Les aigles royaux vivent longtemps et défendent le même territoire pendant des décennies. Le nid n'est donc pas un simple amas de brindilles. Il est le fruit de décennies de construction. Elle est caractérisée par des couches et des couches de branches. Certains sont même constitués d'argent blanchi des saisons passées, incrustés profondément dans la roche. 3 mètres de large, assez lourd pour résister aux tempêtes de montagne. Le mâle a une large distribution. Il brise de robustes branches de bouleau, arrache des branches de pin. Chaque branche est emportée par le vent, tandis qu'il recule vers la falaise. Il atterrit durement, ses griffes raclant la pierre. La femelle l'accueille d'un cri sourd. Il saisit chaque branche, la cloue au treillis, tape du pied, teste la prise. Il ne peut y avoir de lacune. Un changement imprudent pourrait condamner les poussins à une chute. Maintenant, apportez de la mousse. Touffe d'herbe. Des brindilles de pin suintant une résine piquante. Elle les presse contre le cœur du nid. Sa poitrine épouse la forme de la coupe. Un berceau parfait contre une nuit froide et un soleil intense de midi. Un vert frais brille sur le rebord. C'est un signal pour tout aigle qui passe. Cet endroit est occupé. Dans les basses terres, d'autres oiseaux de proie choisissent un autre chemin. Pêcheurs utilisent des plateformes légères pour leurs perches, posées sur des troncs morts et des pylônes. Les faucons pèlerins n'ont besoin de presque rien. Un simple coup de gravier sur une pente raide suffit. Les faucons pâtus construisent des monticules au sol, tapissés de plumes. Ceux-ci disparaissent dès la première tempête hivernale. Mais l'aigle royal construit pour l'éternité. Pierre en dessous, branche sur branche ci-dessus. Le crépuscule s'installe. La femelle se retourne puis s'enfonce dans la coupe nouvellement tapissée. Le mâle monte la garde sur un éperon rocheux, noir sur fond de ciel cuivré. Puis, une nouvelle aube. À mesure que la chaleur se propage, l'Arctique met toutes les créatures à l'épreuve. Une tempête soudaine s'abat sur la mer de Norvège, recouvrant les sommets d'une neige fraîche. Les aigles attendent la fin de la tempête dans leur abri, le plumage lisse et les yeux mi-clos. Lorsque les nuages se dissipent, ils s'élancent dans le vent comme si de rien n'était. Le soleil reste désormais dehors tard dans la nuit. Un jeune aigle royal plane au-dessus de la crête, ses larges ailes captant les courants thermiques matinaux. Il décrit 1 puis 2 cercles, tâtant l'air d'un territoire qui ne lui appartient pas. En contrebas, le mâle résident observe. Il est accroupi sur une corniche de granit. Un seul mouvement de ses énormes ailes le soulève dans le ciel. L'intrus regarde prudemment vers le bas, mais continue son chemin. Le mâle résident grimpe de plus en plus haut. Il n'appelle jamais. Au sommet de son ascension, il replie soudain ses ailes. La chute commence. Il s'abat comme une lance. Le jeune aigle fait un écart, surpris. Un éclair de serre, un claquement d'ailes secs et la poursuite commence. Il survole la vallée. Le jeune oiseau tente un tonneau désespéré, se retournant pour montrer ses griffes en signe de défense. Mais le résident se rapproche. Il plonge encore et encore. Finalement, l'intrus cède. Le vainqueur ralentit puis se retourne vers la falaise. En contrebas, la femelle observe depuis une épinette noire. Le couple a protégé cette vallée pendant l'obscurité de l'hiver. Ils la protégeront pendant les mois ensoleillés à venir. Autour de lui, le nord accélère. L'hiver relâche son emprise, mais seulement de quelques centimètres. Sous les sapins, un écureuil roux court sur la neige, sa queue formant un drapeau roux sur fond blanc. Il s'arrête, le museau crispé et les oreilles dressées, guettant le léger bruissement de ses ailes. Ne sentant aucune menace, il creuse au pied d'un bouleau et cueille un champignon. Depuis le bref incendie de l'été dernier, il s'est desséché et est devenu un disque coriace. Une bouchée rapide, un regard fugace, et l'écureuil disparaît à nouveau dans le sombre enchevêtrement de racines. Ci-dessus, 2 corbeaux volettent et crient. Tout l'hiver, ils ont suivi les aigles royaux, mémorisant chaque carcasse emportée par les rapaces. Leur patience sera bientôt récompensée. Les aigles savent que les corbeaux les observent, mais ils ne gaspillent pas leur énergie avec eux. Les gros oiseaux se précipiteront sur les restes lorsque l'occasion se présentera. Et parfois les aigles le permettent. Au loin, dans le marais, une femelle orignale avance prudemment dans l'eau de fonte. La neige durcie s'effrite sous ses sabots. Derrière elle, un veau nouveau-né se dandine dans la neige fondue, les genoux couverts de boue glacée. Il s'arrête pour écouter. Un cri lointain porte le vent. Une note longue et continue. La vache lève sa grosse tête.
Les oreilles bougent. Les narines se dilatèrent à la recherche de l'odeur du danger. Elle connaît ce son. Là-haut, les aigles royaux s'appellent. Le jeune s'accroche à son flanc. La mère déplace son poids, se plaçant entre le ciel et son petit. Les aigles se risquent rarement à fondre sur un orignal adulte, mais leurs serres peuvent abattre un jeune sans méfiance. Un faux pas, et les rapaces pourraient attaquer. Le couple se lève maintenant ensemble. Ils montent en spirale dans un courant thermique en milieu de matinée. Leurs ailes bougent à peine. Chaque courant ascendant les emporte plus haut jusqu'à ce que la vallée se rétrécisse en dessous. De cette hauteur, vous pouvez voir l'éclat du fjord, la lente transformation de la banquise, le contour pâle des sommets lointains. Ils glissent vers une pente où la neige glisse en nappe sur les corniches adoucies par le soleil. En contrebas, un lagopède fouille des pousses, son plumage blanc déjà tacheté de brun estival. La femelle baisse la tête, un léger repli des ailes et elle s'effondre. En bas, le lagopède se fige. Puis, d'un brusque claquement d'ailes, il s'envole. L'oiseau s'élance latéralement puis dévale la pente en zigzag sauvage. Son plumage se fond dans la roche et la fonte inégale de la glace. L'aigle corrige sa descente, s'inclinant difficilement pour suivre. Ses serres se tendent brusquement, mais le lagopède se tord à nouveau et s'enroule dans un pli de bouleau nain. Les branches se refermèrent derrière lui. L'aigle s'élève et quitte le piquet. Elle monte la pente en courant et grimpe. L'échec est toujours une possibilité. Mais une autre persécution viendra bientôt. Sur une corniche voisine, un faucon pèlerin, Falco, le Peregrinus, s'accroupit, ses plumes plaquées contre la roche. Ses yeux suivent chaque mouvement sur la pente blanche. Puis, sans prévenir, il tombe. Sa chute commence de façon contrôlée. Les ailes déployées vers le corps, le faucon descend à une vitesse estimée à 300 km/h. C'est 2 fois plus rapide que le piquet le plus vif de l'aigle royal. Un virage soudain. Un lagopède est surpris par la vague d'ombre. Le faucon fond sur lui, attaque, et l'impact est un craquement brutal dans l'air. L'espace d'un instant, prédateur et proie tombent ensemble. Puis le faucon s'élève à nouveau, serrant fermement le pris. Mais cette explosion de feu a épuisé son petit corps. Le cœur battant, il doit retourner à la falaise dans les minutes qui suivent, sous peine d'épuisement. Une haute corniche lui offre sécurité et une étroite plateforme de pierre chauffée par le soleil. Là, il dévore sa proie par des morsures rapides et efficaces, sans rien gaspiller. Au-dessus, des aigles royaux l'observent. À midi, le couple se repose sur une plateforme de granit réchauffée par le soleil. Le couple se tient côte à côte, les yeux mi-clos, face au vent constant. Ils ébouriffent leurs plumes, projetant un nuage de duvet dans la brise. Les minuscules acariens se dispersent. Le mâle penche la tête vers la femelle. Un sifflement sourd s'échappe de son bec. Il se faufile. Elle répond par un léger haussement d'épaule et un léger déploiement des ailes. Il grimpe sur son dos, ses griffes serrées pour ne pas lui percer la peau. L'espace d'un instant, leur longue queue se déploie et se chevauche, effleurant l'extrémité du lichen. Un bref contact. Le baiser cloacal. Le moment est rapide. Il saute et déploie ses ailes pour stabiliser son atterrissage. Ils sont de nouveau réunis. La femelle secoue ses plumes. Il lisse un dard détaché sur sa poitrine, puis se penche pour toucher son bec avec le sien. Ce n'est pas la première fois. Cela se reproduira, peut-être au crépuscule, peut-être demain, à mesure que la saison avance. Pendant ce temps, le givre du matin s'adoucit et se transforme en un glacis humide. Toute la vallée de la rivière est agitée. Un craquement sec brise le silence. La glace se détache du rivage et glisse dans le ruisseau sombre avec un bruit de verre brisé. D'autres fragments suivent, tombant comme des avalanches au ralenti dans l'eau de fonte. La rivière s'éveille enfin. Une cabane voûtée faite de boue et de bâtons tremble sur l'autre rive. Puis un castor émerge d'un nuage de bulles, sa fourrure lisse et brillante comme huilée. Il s'immobilise, les moustaches frémissantes, tandis que ses yeux s'habituent à l'éclair soudain. Entre ses dents, il tient une pousse de saule, d'un vert frais contrastant avec l'eau brune. Avec des mouvements de sa queue en forme de pagaie, il le transporte jusqu'au barrage bas situé en aval. Chaque branche est en place. Les interstices sont bouchés par la boue qui coule. Il travaille avec acharnement, presque avec révérence. Des aigles royaux tournoient au loin, leurs ombres flottant au-dessus de lui comme des nuages. Il ne panique pas. Dans l'eau, c'est sûr. Au moins, l'aigle royal. Toutes les quelques minutes,
Il s'arrête et lève son nez émoussé vers le ciel. Dans les fourrés de bouleaux, les renards ont déjà secoué le froid de la nuit. Une renarde avance lentement dans la neige fondante. Sa fourrure rouge flamboie parmi les troncs pâles. Elle baisse le museau sur une piste fraîche de campagnol et se fige, les oreilles dressées, le regard brillant et calculateur. Un saut, un frôlement de pattes, et elle disparaît dans le fouillis des mauvaises herbes. Quelques minutes plus tard, elle réapparaît. Seule l'odeur de l'eau de fonte imprègne sa fourrure. Le renard poursuit son chemin. Comme le castor, il est attentif au ciel. Il lève souvent le nez, savourant la brise. La légère odeur musquée des aigles au-dessus de sa tête, l'âcre arôme cuivré des glaces de rivière qui se brisent. Elle chasse son ombre. Mais elle n'a pas peur d'eux. Un renard peut disparaître parmi les arbres en un seul saut. Plus loin, là où les bouleaux s'épaississent et où la lumière tombe d'un doré tacheté, un carcajou attend. Il se tient entre l'ombre et l'éclat du soleil. Sa fourrure est brun foncé, striée de crème. Son épais pelage conserve encore l'épaisseur de son isolation hivernale. Ses muscles ondulent sous lui tandis qu'il déplace son poids, ses yeux noirs fixés sur la rivière. Il a entendu le craquement de la glace et le claquement de la queue du castor, et il connaît la signification de ces sons. Le carcajou ne craint pas non plus les aigles, mais il les comprend. Il les a déjà suivis, sentant les carcasses qu'ils laissent derrière eux. Un cerf abattu par le froid, un lièvre pris dans une chute soudaine. Quand les aigles finissent, les carcajous commencent. Ils se penchent, griffes fléchies. Écoutez le sifflement de l'eau et le soupir des arbres, tandis que la vallée se réchauffe. La patience est son arme. Surtout, les aigles royaux planent. Ils voient chaque mouvement ci-dessous. Ils ne descendent pas. Bientôt, le crépuscule tombe, baignant la vallée d'une lumière ambrée. Après une chasse fructueuse, les aigles reprennent leur envol, le ventre chargé de viande, et profitent des derniers courants thermiques pour rejoindre leur refuge nocturne. En contrebas, un lynx plane parmi les aulnes, les oreilles dressées et les pattes silencieuses. Dans le nord, la nuit ne tombe jamais vraiment en mai. Les aigles se perchent ensemble dans un grand pin, tête baissée. Autour d'eux, les bruits du dégel persistent. Le murmure des rivières lointaines, l'aboiement aigu d'un renard, le martèlement d'une bécassine dans le crépuscule. Ils se reposent, mais tous leurs sens restent en éveil. La mue ne se produit jamais soudainement. Les vieilles plumes primaires tombent selon un ordre précis, remplacées plume après plume. Même durant les longs mois de renouvellement, elles ne perdent jamais leur capacité à grimper, plonger et se battre. Le soleil printanier projette de soudains éclats sur les rivières. La neige fondue éblouit comme du verre poli. Pour la plupart des créatures, l'éclat les brûlerait et les aveuglerait. Mais dans les yeux de l'aigle, les pigments du cristallin changent et s'assombrissent. La vision reste nette. À l'aube, la vallée s'anime à nouveau. 2 grues volent à basse altitude, leurs cris résonnant sur les falaises. Ils volent en cercle à basse altitude au-dessus de l'eau. Leurs appels résonnent contre les murs de pierre de la vallée. Les protagonistes masculins. Les yeux scrutent les eaux peu profondes où les roseaux se courbent dans la brise matinale. Derrière lui, la femelle le suit, le corps légèrement incliné sur le côté, de sorte que le soleil levant se reflète sur ses plumes. En contrebas, le marais s'éveille, des grenouilles coassent dans les recoins cachés et de petits insectes flottent dans l'air chaud. Leurs ombres passent au-dessus d'un étang à moitié gelé où des verrons se déplacent rapidement sous un film de glace. Avec un changement soudain, ils tombent encore plus bas. Finalement, ils atterrissent sur une étroite langue de boue, si légèrement qu'ils perturbent à peine l'eau. Un instant, ils restent immobiles, la tête haute. Puis, le mâle s'incline et déploie ses ailes en un arc gracieux. La femelle répond par un léger hochement de tête. Ils se déplaceront bientôt dans les roseaux pour se nourrir et se toiletter. Mais pour l'instant, ils restent dans la lumière froide. Les jours passent. La saison continue. Juin est là. Le soleil de l'Arctique ne se couche jamais. Il tourne lentement en cercle au-dessus de l'horizon. Les falaises de Laponie sont chaudes et sèches. Pour les aigles royaux résidents, c'est la saison des naissances, beaucoup, et des exigences incessantes. Le nid se trouve en haut d'une corniche érodée par le vent. Large de plusieurs mètres, il s'agrandit chaque année, empilant couches après couches de branches de pin blanchies et d'os de bois de cerf. En son centre reposent 2 œufs,
couleur vieux parchemin, légèrement tacheté de brun. Des aiguilles de pin tapissent le creux. Le parfum repousse les insectes et masque l'odeur chaude de la vie intérieure. La femelle est accroupie, ses immenses ailes déployées comme un parapluie. Le soleil tourbillonne sans cesse et la lumière peut brûler. Ses plumes protègent les coquilles fragiles et maintiennent la chaleur constante contre les courants d'air soudains dans la vallée. Chaque fois que vous changez votre poids, vous retournez les œufs. Cela permet de garder les embryons en sécurité et de les chauffer uniformément. Le mâle est rarement loin. Il vole autour de la falaise avec ses ailes larges et fermes, à la recherche d'intrus, d'autres aigles. Corbeaux maraudeurs, même un renard audacieux pourrait oser grimper. Lorsqu'il atterrit, il le fait dans une rafale de vent et un cri perçant. Parfois, il apporte une branche de pin fraîche, parfois un lièvre ou un grand tétras serré dans ses serres. La nourriture arrive moins fréquemment maintenant. Les deux oiseaux se nourrissent avec parcimonie. La femelle ne quittera pas les œufs plus de quelques minutes. De cette façon, le mâle assume la majeure partie de la chasse. Lorsqu'il revient avec la proie, elle se lève prudemment. Tends bien tes ailes et s'élève dans le courant ascendant. Son vol plané est bref. Un vol rapide vers la rivière ou une descente à travers la prairie pour boire un verre. Puis il se hâte de retourner à sa veillée. Pendant son absence, il entre dans le nid et baisse la poitrine. Ainsi, les heures se transforment en jours. Le vent fouette la crête, la pluie fouette et gèle. Le soleil brille blanc à travers les minces nuages arctiques. Si un corbeau s'approche trop près, les deux oiseaux s'envolent en même temps, obligeant le premier à tourner en rond. Quand le ciel s'éclaircit, ils atterrissent à nouveau. De l'autre côté du lac, un balbuzard pêcheur flotte, immobile. Il plonge en un instant, se courbant comme un javelot et s'écrasant à la surface dans un jaillissement d'eau. Un poisson scintille dans ses serres tandis qu'il s'élève. En quelques mouvements vigoureux, le balbuzard remonte, le poids de sa proie tirant à chaque mouvement. L'eau coule du bout de ses ailes à mesure qu'il prend de l'altitude. Il ne s'arrête pas pour manger. Il se dirige plutôt vers la rive opposée, où un pin tordu émerge des rochers. Là, caché parmi les branches, l'attend une plateforme de branches large et profonde, son nid. Le couple y appelle. Deux poussins duveteux lèvent la tête et ouvrent leur bec. Aux mêmes latitudes nordiques, les balbuzards pêcheurs commencent généralement leur saison de reproduction plus tôt que les aigles royaux. Les œufs de ce couple ont déjà éclos. Pendant que le couple d'aigles royaux garde ses œufs au chaud, ses voisins s'occupent déjà de nourrir les oisillons. Les jours sont déjà passés. Un nouveau matin, même si le soleil ne s'est jamais couché. Le mâle quitte le nid aux premières lueurs du jour. Il chevauche un courant thermique qui monte de la roche brûlante et s'élève jusqu'à ce que le fond de la vallée se transforme en une tache verte floue. De cette hauteur, tout mouvement est visible. Un lièvre grignote nonchalamment l'herbe rajeunie. Le mâle replie ses ailes et se laisse tomber. L'entrée est silencieuse. Les griffes frappent avec une force de 180 kg par pouce carré. La proie tombe instantanément. La chasse est rapide et clémente. Il se nourrit juste assez pour satisfaire sa faim, puis traîne une partie de la proie dans un creux ombragé. La mousse et la terre fraîche conserveront la fraîcheur de la viande. Il reviendra avec des morceaux choisis pour le nid. Quand il apporte de la nourriture, la femelle se lève. Deux poussins ont brisé leur coquille. Ils sont pâles. Son duvet est de couleur crème claire. Elle coupe des lanières de lièvre en rubans étroits, chaque bouchée étant suffisamment petite pour être avalée. Les oisillons mordent avec une force surprenante. Les mouches grouillent sous la chaleur. Les aiguilles de pin résineuses font leur œuvre, mais les parents apportent aussi leur aide. Ils remuent la litière, ébouriffent et secouent les plumes, et éventent les oisillons de leurs ailes entr'ouvertes. Lorsque le vent se lève, ils y font face et laissent la brise rafraîchir leurs poussins à fourrure. En bas, la vie s'anime au rythme des saisons. Des lièvres arctiques broutent parmi les saules. Leur fourrure n'est plus d'un blanc immaculé. Le printemps apporte une teinte grise et brune qui les fait se fondre dans le sol dégelé. Une femelle broute à l'écart, ses oreilles frémissant au rythme du vent. Ses flancs gonflent de vie. Sous leur fourrure, les levreaux à naître gigotent. Il se tient debout sur ses fortes pattes arrière et teste l'air. L'odeur des pousses de saule l'enveloppe. Tout là-haut, une ombre plane, l'aigle royal mâle. Le lièvre se fige, l'aigle poursuit son chemin. La femelle baisse à nouveau la tête, arrachant une nouvelle pousse.
Elle doit maintenant manger sans cesse. Lorsque les bébés arrivent, ils naissent entièrement couverts de fourrure. Pendant quelques semaines fragiles, ils se cacheront sous ces mêmes saules. À proximité, un lièvre mâle observe, nez qui tremble, prêt à avertir d'un coup violent de ses pattes arrière si un danger s'approche. Ensemble, ils pestent et écoutent. Le midi apporte de la chaleur même dans ce monde nordique. La femelle se perche au bord du nid, les ailes légèrement relevées pour évacuer l'air chaud emprisonné dans son plumage. Les poussins halètent, le bec ouvert. En contrebas, un ours brun patauge dans la rivière, retournant les pierres pour attraper des alevins de saumon. Cela ne représente aucune menace pour le nid. L'après-midi n'est qu'une nuance plus douce de la journée. Des cris fins et durs traversent l'air de la montagne. Encore couverts d'un duvet pâle, les poussins lèvent leur bec étroit vers le ciel. Le mâle doit rapporter de la viande encore et encore. Durant ces premières semaines, chaque poussin peut avaler son propre poids en viande, chaque jour. Un lièvre, un grand tétras, même de la viande provenant d'un cadavre si la chance le permet. Quand le mâle apparaît enfin, les cris redoublent. Ses griffes agrippent un jeune lièvre, mou et déjà raide par le froid. Il atterrit dans un souffle d'air. La femelle avance et déchire la carcasse en fines lanières. Les poussins se lancent à l'attaque, regard féroce. Claquement de bec, l'un gagne le plus. L'autre attend en criant qu'on lui offre le morceau suivant. Jour après jour, le schéma se répète. Le mâle émerge à l'aube, profitant des courants thermiques jusqu'à devenir un point sur les sommets, puis fond à une vitesse vertigineuse sur toute proie que la toundra lui offre. Il revient en milieu de matinée et l'après-midi, il repart, tuant parfois 4 ou 5 animaux en une seule journée. La femelle surveille le nid et se nourrit avec les poussins. Elle n'avale elle-même les restes que lorsque ses supplications cessent. Dès la 2e semaine, le duvet prend une teinte gris charbonneux. Les fines plumes se déploient comme des rangées d'épines. Ses ailes s'allongent rapidement. Les rémiges primaires captent déjà la brise de la montagne en battant. Il saute d'un côté à l'autre de l'énorme plateforme de bâton. La femelle suit chacun de ses mouvements, déployant ses ailes pour se protéger d'un faux pas fatal. 3 semaines s'écoulent. Le nid sent la résine et la viande séchée au soleil. Les plumes des jeunes prennent un éclat brun foncé, bordé d'or. Maintenant, ils s'étirent et frappent l'air. Leurs cris sont plus aigus, moins comme des bébés, plus comme leurs parents. À 40 jours, leur poids a triplé. Leurs os se sont épaissis et leurs muscles se sont durcis pour le vol. La femelle les nourrit encore, mais avec moins d'enthousiasme. Lorsque le mâle revient avec une proie, elle en prend une première portion. Elle comprend leurs besoins, mais elle doit aussi économiser ses forces. Bientôt, il les fera sortir. Le nid semble maintenant exigu. Les oisillons arpentent le bord sans relâche. L'un saute sur une branche voisine du vieux pin, grattant l'écorce de ses griffes. Un autre le suit, mi-sautillant, mi-glissant dans l'étroit passage. Ces bonds brefs et frénétiques sont leurs premiers tests. Les parents regardent depuis les falaises voisines. Ils appellent les poussins avec de légers sifflements. Parfois, le mâle arrive avec un lièvre ou un grand tétras fraîchement capturé, mais il ne se pose pas immédiatement. Au lieu de cela, il revient en arrière, la proie suspendue à ses serres, et appelle à nouveau. La faim réveille les poussins. Il se penche vers l'extérieur, ailes tremblantes. Lorsqu'il atterrit enfin, ce n'est pas sur le nid, mais sur une branche à plusieurs mètres. Il arrache un morceau de chair et attend. Les oisillons avancent en traînant les pieds, s'étirant dans l'espace vide, puis retombent, incertains. Leur mère chante doucement. Un jeune saute plus près du bord, ses ailes à moitié déployées. Une rafale soudaine soulève les longues plumes. Pendant un instant, le poussin est propulsé vers le haut. Les poussins devraient maintenant sauter ou volter vers la nourriture. Les parents apportent de la nourriture, mais ils la placent de plus en plus loin. D'abord, à 1 mètre de distance. Ensuite, 2. Les jeunes s'élancent du bord du nid, battant furieusement des ailes pour atterrir sur les corniches avoisinantes. En contrebas, dans la vallée, des renardeaux se débattent dans l'herbe, des lièvres broutent parmi les saules et des moucherons s'élèvent dans des nuages scintillants. De l'autre côté du lac, les poussins de balbuzards pêcheurs prennent également leur envol. Son nid couronne un sapin à moitié noyé. 2 oisillons se perchent au bord, les ailes entr'ouvertes, leurs plumes encore douces et pâles sur les bords. L'un d'eux s'élance le premier. Il tombe comme une pierre avant d'être emporté par le vent.
L'espace d'un instant, il vacille, sa queue fouettant frénétiquement pour maintenir son équilibre. Puis il se stabilise et commence à tracer un cercle lent et large au-dessus des eaux peu profondes. Son frère l'appelle depuis le nid. En bas, les parents sont déjà à l'œuvre. La femelle flotte, la tête baissée, les yeux fixés sur les reflets des poissons. D'un coup sec, elle replie ses ailes et se jette dans l'eau en éclaboussant. Elle réapparaît, ses griffes agrippées à un perchoir ondulant. Elle monte vers le ciel et appelle le poussin qui tourne autour. Le jeune balbuzard pêcheur s'approche d'elle et répond par un faible cri. Son vol est maladroit, il bat des ailes irrégulièrement. Le mâle arrive ensuite, avec sa propre proie. Il se perche sur une branche près du nid et arrache un morceau de viande qu'il offre au deuxième oisillon, encore au sol. La faim entraîne le jeune homme réticent au bord du gouffre. Les ailes tremblent. Puis il saute pour chercher sa nourriture. Au crépuscule, les deux jeunes gens ont déjà pris l'air. Les poussins d'aigle royal doivent également prendre leur envol. Au milieu de l'été, ils ont presque atteint leur maturité, plus grands qu'un bras humain et presque aussi larges que leurs parents. Lorsqu'ils déploient leurs ailes, ils mesurent environ 2 mètres. Ils ont encore de petites touffes de duvet le long du cou, mais ils sont prêts pour leur premier vrai vol. La femelle déploie ses ailes. Elle pousse un oisillon jusqu'au bord. Le jeune aigle vacille, ses serres agrippées aux branches. Une rafale de vent soulève ses longues plumes. L'espace d'un instant, l'oisillon flotte. Le mâle tourne au-dessus, les serres vides. Il balaie plus bas, le poussin se penche en avant. Un battement d'ailes désespéré le propulse dans le vide. Son corps s'incline vers le bas. L'instinct prend le dessus. La queue s'allonge. Les rémiges primaires se déploient. Le vent allège son poids, juste assez pour lui donner un avant-goût du vol. L'atterrissage est maladroit. Les branches grattent les plumes. Les griffes ne peuvent pas atteindre le rebord. Mais le poussin se rétablit vite. Les parents appellent à nouveau. Encouragé, le deuxième poussin s'avance. Cela prend plus de temps. Il bat des ailes avec plus de force. Il glisse presque. Mais à la fin, il parvient à sortir du nid. Les adultes les guident par de doux cris et des ombres prudentes volant près d'eux, leur montrant comment naviguer dans les courants ascendants invisibles. Chaque canard, chaque virage est une leçon. Comment fermer ses serres, comment maintenir l'équilibre dans les rafales soudaines, comment repérer une proie à distance. Les poussins font de petits plongeons, se jetant du bord de la falaise, puis ils retournent au nid pour se reposer. Au crépuscule, les oisillons peuvent maintenir leur altitude. Ils se perchent sur d'étroites corniches, observant le fond de la vallée et apprenant à évaluer la distance et la vitesse. Leurs parents restent à proximité. Jour après jour, saut après saut, plongeon après plongeon. Les oisillons gagnent en confiance. Bientôt, ils n'auront plus du tout besoin du nid, prêts à chasser, pour survivre, pour revendiquer leur place dans le vaste ciel du Nord. Les chasses sont désormais plus longues. Le mâle guide le poussin le long des crêtes, lui apprenant à lire l'altitude le long des rochers. Ils font sur un lièvre, le ratent et remontent. Le jeune imite le plongeon, maladroit mais audacieux. La femelle garde toujours le nid, mais bientôt les deux poussins suivront les adultes dans des tours complets de la vallée. Ils apprendront à stocker de la nourriture, pour couvrir une mise à mort lorsque les corbeaux s'approchent. Montez les thermiques sans effort. Vos yeux s'aiguiseront. Leurs plumes mueront selon une séquence minutieuse. Fin août, le premier signe de changement arrive. Le soleil se couche, caressant l'horizon d'une faible lueur orangée. Les ombres s'étendent un peu plus loin sur la toundra. Les baies mûrissent sur la bruyère, et le cri des grues migratrices arrive du sud. Les aigles royaux l'entendent. Les jeunes volent désormais avec grâce et aisance. Ils s'entraînent depuis des semaines. Toute la famille survole le fjord. En contrebas, un groupe de marsouins fend l'eau en décrivant des arcs de cercle espiègles, tandis qu'un ours au loin pêche en eau peu profonde le dernier saumon de la migration. Les balbuzards pêcheurs rentrent chez eux. Les aigles surfent sur le dernier thermique de la journée. Bientôt, les jeunes se disperseront, chacun pour revendiquer son propre royaume. Mais pour l'instant, la famille maintient le ciel ensemble. Sous leurs pieds, la vie palpite de tension. Un lynx glisse silencieusement dans les hautes herbes. Sa fourrure tachetée se fond dans la terre mouchetée. Il traque deux jeunes rennes broutant de fragiles jeunes arbres. Les faons se tiennent debout, hésitants, le museau collé au sol humide de neige. Mais la meute mère sent le danger et serre les rangs.
Formant un mur protecteur de pattes et de bois, le lynx s'arrête, calculé. Puis ils se font à nouveau dans l'ombre. Une meilleure opportunité se présentera bientôt. Plus loin, un troupeau de bœufs musqués broute sur une crête. Leur forme massive soulève des colonnes de poussière en spirale qui flottent dans l'air chaud ascendant. Toujours sur le qui-vive, ils lèvent la tête au moindre bruit. Leurs cornes brillent au soleil. Des rennes paissent de l'autre côté de la vallée. Des bêlements doux et plaintifs. Le son attire l'attention de l'aigle mâle. Mais la famille continue d'avancer. Tout là-haut, presque inaperçu, un faucon pèlerin fond sur sa proie. En contrebas, des renards se faufilent entre les bosquets de bouleaux, le museau à l'affût pour dénicher le moindre morceau caché. Des corbeaux volent en rond, scrutant de leur œil perçant chaque carcasse abandonnée. Les aigles royaux planent au-dessus d'eux tous. La longue nuit reviendra bientôt. L'air murmure déjà l'hiver. Neige, du silence. Les jours continuent de passer, puis des semaines. Bientôt les forêts de bouleaux deviennent cramoisies. Le vent glacial souffle dans les vallées. Les aigles royaux sont les premiers à le ressentir. L'année change. Le couple grimpe dans un ciel ambré. Les jeunes sont élevés. Le territoire est défendu. Le vol est appris. Ils forment des spirales ensemble. Les jours raccourcissent. Les adultes chassent à grande distance. La neige tombe. Le gel s'épaissit. Pourtant, les aigles persistent. Leur duvet dense retient la chaleur. Leurs poumons extraient l'oxygène de l'air raréfié. Le jeûne dure des jours. Au loin, le juvénile de l'année dernière est désormais un prédateur solitaire et indépendant. Elle plane sur le bouleau cuivré, ses ailes longues et stables, captant les faibles courants thermiques qui ondulent à travers la toundra. Seule désormais, l'immensité sous elle est à la fois un terrain de jeu et un défi. Chaque odeur, chaque bruissement de fourrure, chaque ombre compte. Elle scrute le sol recouvert de neige. Les yeux se détournent au moindre mouvement. Un lièvre bondit entre des saules rabougris. Il se penche, à moitié accroupi, les griffes prêtes. Mais le lièvre est rapide. Il se relève, décrivant des cercles, apprenant, jaugeant. Un tir manqué. Une autre chance de main. Elle dérive au-delà d'une crête lointaine où une paire de buses battues vole vers le sud. Les ailes pâles brillent comme la glace hivernale. Leur migration est facile. Son regard les suit brièvement. Il restera ici, dans le nord glacé. À midi, il atterrit sur un rocher balayé par le vent, les plumes ébouriffées et les serres agrippées à la pierre. Il lisse ses plumes, secoue le givre. La faim est constante, mais l'habileté grandit. Elle déploie à nouveau ses ailes, s'élevant dans des courants invisibles. Parfois, elle tourne autour du territoire où elle a grandi. En contrebas, le couple adulte tourbillonne dans un courant d'air violent. Ils appellent. Un jour, elle aussi s'emparera d'une vallée, élèvera ses petits et leur enseignera la patience et la précision qu'elle recherche désormais seule. Mais pas maintenant. Les aigles royaux femelles n'atteignent pas leur pleine maturité sexuelle avant l'âge de 4 à 6 ans. Pour l'instant, elles pratiquent. Cela se profile. Ils s'inclinent. Survivre. Pendant ce temps, les deux jeunes oiseaux s'envolent du nid pour la première fois, sans l'ombre immédiate de leurs parents. Ils déploient leurs ailes, leurs plumes captant chaque courant d'air. Ils tournent au-dessus de la falaise, hésitant au début, virant, testant les courants invisibles. Les parents se perchent sur une crête voisine. Ils n'appellent pas, ils ne poursuivent pas. Au lieu de cela, ils ont laissé de petites cachettes de viande cachées dans des crevasses. Un oisillon fond sur un lièvre. La proie se cache et le jeune aigle reprend son envol. Son frère glisse sur une petite termite, dérivant face au vent. Chaque jour, la nourriture apparaît moins fréquemment. Les parents s'éloignent, laissant les oisillons chasser, apprendre, échouer et recommencer. Les griffes claquent, les ongles s'agrippent et les plumes s'aiguisent. À la tombée de la nuit, les oisillons se perchent sur des corniches lointaines, dominant la vallée qui était autrefois leur foyer. Les parents sont allés encore plus loin. Les jeunes apprennent à se nourrir, lire la terre, pour revendiquer leur propre espace. Bientôt, ils s'élèveront et disparaîtront derrière les crêtes. Derrière eux, leurs parents resteront unis tout au long de l'année et tout au long de leur vie.